Le cas du hasard, donc il y a une autre forme de parole qui s'échange, enfin de parole écrite, hein, puisque ce sont des lettres, enfin c'est une correspondance entre vous et un ami qui est donc biologiste, et il y a une lettre de sa femme aussi à la fin du livre, et vous dites que c'est un livre qui est né au cours d'un dîner en Californie, chez lui donc, et que vous êtes là-dedans celui qui s'introduit de force, c'est-à-dire celui qui est intrus par habitude et qui pose des questions. Et donc vous vous donnez cette fonction-là de toujours poser des questions. Et c'est une manière de le dire ici. C'est exactement le contraire de ce qu'on fait maintenant. Oui, tout à fait. Si on était au-delà de cette conversation officielle, si on était au bar ou à une soirée à dîner ensemble, j'écouterais. Je vous écouterai. Je poserai des questions et je vous écouterai. Tout en vous disant que tout ce que vous dites peut être employé à mon avantage. C'est comme ça. Donc, j'étais chez ses amis. Le curieux qui regarde un peu la France est que ces deux biologistes ont vécu en France, ont travaillé en France, ont fait leur parcours scientifique en France, à Strasbourg. Par 20 ans, ont été ici. Et après, ils se sont déplacés en Californie, mais tout en restant liés à l'Institut Pasteur. Donc, cette traduction regarde aussi leur parcours scientifique. Et donc, dès que je suis complètement ignorant sur les choses de la science, je suis curieux mais ignorant. Et donc je voulais savoir qu'est-ce que c'est cette science, oui, cette manière de voir. Cette DNA, non, comment on l'appelle, comme vous dites? ADN. ADN. Oui, c'est ADN oui. Qui décide de nous. Oui. Qu'est-ce que peut décider de moi que je ne sais pas même avec quel pied je descends du lit le matin. Je dois toujours décider moi-même le pied de départ. Donc, j'étais plutôt irrité contre la prétention d'avoir trouvé un espèce de destin biologique qui décide aussi de la biographie. Et comme ça, je suis parti d'ici pour me faire expliquer leur point de vue sur les résultats de leur étude sur la vie. La biologie, c'est la chose la plus intéressante possible pour moi. Oui, et ce qui est fascinant dans cette conversation, c'est que, alors d'abord, quand on est comme moi, pas du tout scientifique, on apprend beaucoup de choses aussi, enfin, je veux dire, on découvre un monde, mais on s'aperçoit qu'il y a une vraie convergence de vos interrogations et des siennes sur justement qu'est-ce qui est le hasard et qu'est-ce qui est la nécessité dans nos vies, puisque ce qui vous explique, c'est que évidemment, on a une identité génétique, mais que c'est juste un départ, une cause, et que les effets sont libres, hein. C'est-à-dire qu'il y a une forme aussi de liberté. Donc c'est très philosophique comme conversation sur cette question du hasard et de la nécessité, non? Philosophique, oui, mais c'est pour comprendre. Bien sûr, pour oui. nous comprendre entre nous. Mais donc il y a un vers de Brodsky qui m'a toujours plu, qui disait que dans la vie, il n'existe pas de cause, il n'y a que des effets. C'est comme ça que j'ai reconnu une sensation, une expérience que j'avais, mais que je n'avais pas encore trouvé la formule pour le dire le plus exactement possible. Oui, mais on a l'impression d'ailleurs, parce que c'est dans cette correspondance, que vous cherchez une langue commune. Parce que vous passez par des textes littéraires, et puis par la Bible, et par l'Ancien Testament. Vous expliquez aussi des mots qui viennent de langues que vous parlez, puisque vous parlez beaucoup de langues. Et lui dit,
il ne faut pas nous voir dans une tour d'ivoire, et parfois on peut être très compliqué, mais là je vais trouver une langue pour dire les choses simplement. Donc c'est comme si vous cherchiez cette langue commune, et qui est celle que vous allez transmettre au lecteur, qui peut suivre, et ce que vous dites, qui êtes écrivain, et ce que lui dit en tant que biologiste. Et ça, c'est sa qualité à lui. Ouais. Il est toujours intéressé à rendre compréhensible les résultats de son travail. Ouais. Rendre largement compréhensible. Ça, c'est une qualité de lui. Et c'est pour ça qu'on a commencé à changer de lettres qui pouvaient s'interrompre tout de suite, mais qui se sont arrivés jusqu'à un format satisfaisant parce qu'il était capable de... Il a envie de transmettre, partager, oui, tout à fait. le résultat de ses études. Et moi, il y a quelque chose qui m'a fascinée, parce qu'il y a une phrase d'Apollinaire, donc le poète Guillaume Apollinaire, qui me fascine, qui est, il dit dans l'Esprit Nouveau, les poètes et l'Esprit Nouveau, qu'en fait les poètes inventent des fables, comme la fable d'Icare, et qu'un jour, des scientifiques, des inventeurs, donneront forme à cette fable. Et donc l'aviation, c'est l'invention, enfin c'est la concrétisation du rêve d'Icare. Et là, le biologiste, donc Paolo Sassone Corsi dit, finalement, le monde est construit comme nos cellules fonctionnent. Il y a des autoroutes, il y a des croisements. Et donc, ce qu'on voit dans la vie de tous les jours, c'est exactement le fonctionnement de notre corps. Et ça m'a fait penser à cette phrase d'Apollinaire, inversée quelque part, non? Si, c'est une suggestion, mais je pense que le rêve d'Icare était déjà dans l'espèce humaine, existait déjà, et que le poète n'était que le premier à extraire une formule, à donner des mots, mais que d'abord, c'était pas une invention de l'esprit poétique, mais c'était tout simplement faire arriver à la surface cette pulsion commune. Ce qu'on entend aussi dans ce livre, ce qu'on lit, c'est le fait que la leçon de la biologie, la leçon avec des guillemets, hein, c'est pas une leçon qu'on nous impose, mais c'est aussi celle de vos livres, c'est-à-dire il faut écouter nos mécanismes biologiques, le cycle jour-nuit, il le dit beaucoup, il faut respecter ça, écouter la planète. Et vous, dans le plus et le moins, vous dites « j'étais une chose de la nature exposée à la saison ». Et donc il y a cette idée aussi que comprendre comment fonctionne notre corps, c'est arriver à entendre ce que vous écrivez dans vos livres aussi, d'écouter le monde, d'écouter l'univers, d'être un parmi cet ensemble. En plus, j'ai comme caractère, j'apprends du corps, plutôt que des raisonnements de l'abstrait. Donc j'apprends tout ce que je sais vient de mon expérience physique. Et la tête est le dernier passage de l'expérience, le moment où toute cette expérience physique qui remonte des canaux du corps arrive à une formulation de conscience de ce qui se produit. Mais le fait d'avoir des informations à travers le corps me permet de garder toujours la merveille, parce que je ne connais pas ce mécanisme dans lequel j'habite. J'entends que c'est une legs des générations qui ont perfectionné cette machine avec la meilleure expérience de résistance. L'espèce humaine est capable d'habiter tous les endroits de la Terre, donc tous les climats. Et toute cette expérience commune se concentre dans les générations.
Et donc nous habitons un format qui a une expérience biologique énorme, de laquelle nous connaissons ce que nous pouvons apprendre dans la petite expérience. Mais j'essaie d'habiter un palais qui se consume un peu, parfois il m'ignore. Je suis même hôte dans moi-même. Oui, bah c'est ce que vous écrivez quand vous dites que vous êtes étranger à votre propre corps. Que vous habitez un pays inconnu. Que votre corps est ce pays inconnu. Vous l'écrivez dans le livre. Et aussi, le fait que je vieillis et donc je suis plein d'absents. Souvent, ces absents habitent de moi. Continuent à habiter et à avoir une prolongation de vie dans moi. Et ça me rend encore plus une place de cette foule d'absents. Oui, mais d'ailleurs, il y a des pages absolument magnifiques sur le deuil dans votre livre, dans le plus et le moins, sur cette blessure ouverte qui est toujours comme au premier jour de la mort des parents en particulier, et le fait qu'ils vivent en vous et qu'il y a une forme de deuil qui passe d'ailleurs, c'est très très beau, par la nourriture, par le fait de ne plus manger certains plats et d'être non pas au cimetière mais dans cette pensée permanente. Ouais. Oui, le deuil, on le manifeste à la table plutôt qu'au jour des morts. Il y a une phrase, toujours dans le cas du hasard, où vous dites aussi que ce qui fait le lien entre vous, écrivain, et donc Paolo, le biologiste, c'est le fait que vous êtes tous les deux arpenteurs et que vous mesurez les choses, que vous parcourez le monde, les êtres. C'est des histoires peut-être de rencontres et d'écoute. C'est ça que veut dire cette phrase? Nous sommes tous les deux arpenteurs. Dans son cas, c'est la mesuration scientifique. Et dans mon cas, c'est l'expérience physique. En plus, nous sommes napolitains. Oui. Qui nous donne un souterrain commun. Vous savez, Naples est double. Elle est bien habitée, remplie dense en haut, mais en bas est vide. Il y a des immenses cavités qui étaient du touffe extrait jusque du temps des Grecs pour bâtir à Londres. Donc Naples est bâti avec le touffe, mais le touffe des caves souterraines. Et donc Naples a cette double face. Elle est comme plantée sur le vide. Et nous, comme Napolitains, nous avons comme vide sur lequel nous sommes plantés notre dialecte. Notre dialecte nous donne nous soutient, mais c'est du vide qui nous soutient, parce que nous parlons la langue, l'autre langue. Mais cette langue de dessous, souterraine, est la langue qui nous permet de nous entendre sous peau, sous la surface. Oui. D'ailleurs, vous parlez beaucoup de Naples dans le plus et le moins, parce que vous parlez aussi de Naples comme d'une ville où on est toujours sous la menace, finalement, du tremblement de terre, du volcan, évidemment. Avec hasard, habitants d'hasard. Ouais. Comme beaucoup d'endroits du monde, qui ont une espèce de commun système nerveux, qui les rend très attentifs au signal. Ils ont une sensibilité de surface qui les rend dans un permanent état d'alerte. Pour finir avec ce livre, et passer donc à le plus et le moins, Paolo Sassone Corsi dit qu'être scientifique,
c'est penser outside the box. Donc c'est penser en dehors des normes, en dehors des règles. Est-ce que c'est pareil pour un écrivain? Dans Le plus et le moins, vous écrivez-vous, il est dangereux de se pencher au dehors, dit l'écriteau officiel des temps modernes, il est nécessaire de le faire. C'est un peu le même mouvement, non? Oui, si, c'est le mouvement, se pencher au dehors. Une fois, quelqu'un m'a demandé comment on devient écrivain. Et donc, je dis, pour moi, ça s'est passé comme ça. J'ai lu un camion de livres. J'ai lu un camion de livres. J'ai écouté l'histoire des anciens et je me suis penché dehors. C'est des choses qui ont fait de moi un écrivain. Et en plus, ça me rend aussi un citoyen. Parce qu'un écrivain qui fait bon son métier, mais qui ne se penche pas dehors, donc qui ne s'intéresse pas à ce qui se passe autour de lui, fait son bon rôle, son bon métier, mais il manque de citoyenneté. Donc ça me donne cette possibilité d'être aussi citoyen, en me penchant dehors. Oui. Et ce que vous faites d'ailleurs aussi dans la pièce, enfin, c'est ce que j'appelais la dimension politique de la pièce, mais c'est peut-être une dimension citoyenne alors. C'est ce terme-là peut-être qu'il faudrait employer. Citoyen, parce que le citoyen est seul. Ouais. La dimension politique imagine une communauté. Ouais. J'ai fait partie d'une communauté de ma jeunesse, une communauté de révolutionnaires, donc je connais la différence entre appartenir et agir dans une communauté et être quelqu'un qui est tout simplement un citoyen de son moment, de son pays, et réagir émotivement, d'abord émotivement. Je ne suis pas inscrit à des partis ou à des mouvements. Je suis sollicité par des circonstances qui sont celles qui m'affectent, qui me regardent plus. Je ne sais pas pourquoi. Je ne les choisis pas.